Salut et bienvenue sur Petite Pousse, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview. Aujourd'hui, je reçois Géraldine, la fondatrice de Meraki, pour parler d'organisation et de structuration. Géraldine, elle est spécialisée dans l'accompagnement des freelances, solopreneurs et petites entreprises dans la structuration de leur activité, l'apprentissage de la délégation et l'amélioration de leur processus et du management au sein des équipes. Elle nous partage son parcours et ce qui l'a motivée à créer Meraki pour être plus alignée avec ses valeurs et sa vision. Dans cet épisode, Géraldine, elle nous explique la différence entre la posture de CEO et celle de solopreneur et comment il est crucial de discerner et de gérer ces différentes casquettes au quotidien. Elle nous explique comment allouer son temps entre les tâches stratégiques, managériales et opérationnelles et nous partage aussi une méthode clé pour gagner en clarté et en efficacité. Traquer son temps pour avoir une vision factuelle de son emploi du temps et pouvoir ajuster ses priorités en conséquence. Géraldine, elle nous livre aussi ses conseils pour bien déléguer et identifier ses besoins précis et comment chercher les bons experts pour les tâches qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas réaliser soi-même. Bref, un épisode riche en astuces pratiques et en conseils pour gérer efficacement son activité. Bonne écoute! Hello Géraldine! Salut Éléonore! Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Petite Pousse pour parler d'organisation et de structuration. Tu es donc la fondatrice de Meraki, où tu accompagnes les freelances et les solopreneurs à structurer leur activité, s'organiser, apprendre à déléguer, mais également tu accompagnes les TPE à optimiser leurs process et améliorer le management de leurs équipes. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton parcours, de ton histoire, comment tu en es arrivée là et te présenter un peu plus amplement sur ce que tu fais aujourd'hui avec Meraki ? Yes, avec plaisir. Merci déjà pour l'invitation. Je suis trop contente d'être là avec toi. Alors, mon parcours, j'ai passé 15 ans dans une grande entreprise à faire de l'organisation, de la structuration, de la mise en place de process. Parce que c'est ma nature, en fait, je suis comme ça dans la vie. Et c'est pas grave. Mais c'est vraiment ma nature profonde. J'adore ça. J'adore simplifier les choses. Et donc, j'ai fait ça dans une boîte qui s'appelle Adecco, qui fait des ressources humaines. Et je faisais ça auprès de clients très grands comptes. Donc des Amazon, Nestlé, voilà, ce type de clients. Je suis passée par plein de postes en fait dans l'entreprise. J'ai évolué, j'ai été manager et j'ai fini sur la cellule internationale. Et en fait, au bout de 15 ans, je suis arrivée à un niveau où les postes d'après, c'était des postes à l'étranger, mais qui ne me donnaient pas forcément envie dans le contenu et où je ne me sentais plus forcément alignée avec ce que j'étais en train de faire. Pour autant, je garde quand même toujours ça au fond de moi, le fait de structurer, de mettre en place des process, etc. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux réfléchir à mes étapes d'après ? Qu'est-ce que je voudrais vraiment faire quand je serai grande ? Donc, j'ai fait un bilan de compétences. Et le bilan de compétences a vraiment mis en avant un aspect conseil. Or, moi, en grande entreprise, j'avais des consultants qui étaient là. Donc, j'étais cliente de conseil, de boîtes de conseil. Et je me disais, alors si c'est pour faire des slides, des super PowerPoint, ça ne me donne pas ultra envie non plus. Donc bref, j'ai creusé un peu tout ça et je me suis dit que en fait, ce que j'avais vu et appris et mis en place chez des très, très grosses structures était aussi en fait tout à fait duplicable pour des petits qui se lançaient. Et notamment auprès des indépendants qui se lancent en se disant qu'ils vont être libres, qu'ils vont pouvoir avoir du temps pour leur famille, pour eux, etc. Et qui, pour beaucoup, se retrouvent au bout de quelques mois à faire beaucoup trop d'heures par semaine par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux transposer ça, en fait ? Donc, voilà un peu pour le parcours. Entre-temps, dans mon parcours pro, j'ai eu 2 enfants. Et il se trouve que quand j'étais salariée, j'étais aussi beaucoup à l'étranger. Donc, je voyais peu mes enfants. Et donc, la décision de me mettre à mon compte et de créer Meraki a aussi été prise par rapport à mes enfants.
à la fois pour être là pour eux, pour passer du temps avec eux, et puis parce que j'avais l'impression que j'étais en train de leur montrer une image du monde du travail qui n'était pas exactement celle que je voulais leur laisser. Et voilà, t'as un enfant aussi, donc tu sais ce que c'est. Il y a ce que les parents disent et puis ce qu'ils voient, ce que voient les enfants et ce qu'ils retiennent. Et donc je me suis dit que c'était pas leur donner non plus une très bonne image que de leur dire je vais au travail, mais bon, ça me plaît moyen, etc. Bref, tout ça mis bout à bout. Donc j'ai en effet créé Meraki il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, j'accompagne donc toujours des solopreneurs, des indépendants sur cette partie structuration, en disant que je suis Tetris Master. Ça m'évite de dire que je suis consultante, je trouve ça plus rigolo. Et j'accompagne aussi toujours des grands groupes, plus sur des aspects de gestion de projet ou de structuration d'équipe. Donc c'est deux choses complètement différentes. Dans les deux cas, c'est de la structuration, mais bien sûr, on ne structure pas pareil une équipe de 40, 60, 100 personnes et un business de solopreneur. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'aime faire, c'est avoir plein de puzzles sur la table et dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour que tout rentre ? Carrément, c'est hyper intéressant et j'adore ton titre de Tetris Master parce que c'est exactement ce que tu dis, c'est mettre toutes les pièces du puzzle pour que tout réussisse à s'assembler. Vu que tu accompagnes en même temps des solopreneurs et des chefs d'entreprise de plus grosses structures, et je pense que dans ce que tu nous as dit, c'est que tu accompagnes aussi le solopreneur à prendre une posture un peu plus de CEO plutôt que d'opérationnel. Ouais. C'est quoi pour toi la différence de posture en fait entre être CEO et être solopreneur? Et ben en fait, pour moi, quand on est solopreneur, on a 3 jobs en même temps, dans la même journée et parfois dans la même minute. Et c'est là où ça commence à faire des frictions en fait et à devenir compliqué. C'est-à-dire que pour moi, il y a une sorte de triptyque. Parfois, on est CEO, c'est-à-dire la personne qui va décider de la stratégie, de ce qu'on veut faire, de notre business, de pourquoi on fait les choses, quelle est notre vision, etc. On est à la fois la personne qui est le ou la manager, qu'on pourrait connaître un peu plus dans des grosses structures, mais qui va être la personne qui dit « Ok, le big boss a décidé que la stratégie c'était ça, comment est-ce qu'on va la décliner concrètement ?» Et on est, tu le disais à l'instant, l'opérationnel, c'est-à-dire la personne qui exécute, et qui est donc le troisième point du triptyque pour moi. Et en effet, ça devient compliqué quand on essaie de faire les trois en même temps ou quand on a mis une stratégie en place, qu'on commence à l'appliquer, à être dans les opérations, puis qu'on se dit « Ah non, mais peut-être que finalement, c'était pas une si bonne idée, donc je vais rechanger la stratégie, etc. » Et donc, cette histoire de posture, c'est aussi avoir en tête qu'on a différentes casquettes, et c'est normal en tant que solopreneur. Mais je dis souvent à mes clients, s'il te plaît, quand tu es sur ta casquette de CEO, ne commence pas à faire des opérations et inversement. Quand tu es sur ta casquette de CEO et sur ta posture de CEO, c'est-à-dire en train de travailler la stratégie, tu bosses la stratégie, ensuite tu la déclines, et quand tu la déclines, là, tu peux mesurer si tu vas avoir des choses factuelles pour savoir si tu vas continuer ou pas, tu mesures ce que tu es en train de faire, mais ne remets pas en question quand tu es en train de le faire. Sinon, tu n'as même pas été au bout de la stratégie, donc c'est difficile de revenir dessus et de changer d'avis en disant « Ah non, mais finalement, ça ne marche pas très bien, etc. » Ce qui arrive malheureusement très souvent. Trop intéressant. Et du coup, entre ce triptyque, là, ces trois parties du solopreneur qui doit gérer en fait, dans son quotidien de freelance ou de solopreneur, ce serait quoi le temps que tu conseilles à tes clients d'allouer sur chacune de ces trois parties-là? Alors, c'est hyper variable. Et en quasiment 3 ans, moi, à mon compte, je vois qu'il y a des périodes où c'est plus important sur la phase de stratégie ou plus important sur la phase d'opération. Mais globalement, j'ai tendance à dire que pour moi, c'est à peu près 10 ou 15%, on va dire 10 pour faciliter les calculs, sur la partie stratégique. Mais un vrai 10%, c'est-à-dire pas être en train de faire autre chose à côté, mais un vrai 10% de concrètement quelle est la stratégie, quelles sont les prochaines actions que je veux mettre en place, quelle est ma roadmap, pourquoi est-ce que je fais ça, comment est-ce que je vais mesurer que ça va fonctionner ou pas. Donc j'ai tendance à dire 10% là-dessus. Pour moi, sur l'aspect managérial de déclinaison derrière de est-ce que j'ai besoin de ressources, et ça peut être des ressources financières bien sûr, mais est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des personnes qui vont m'aider à faire ça, est-ce que j'ai besoin de me former, je dis en général 20%, ce qui laisse 70% pour les opérations, et 70% d'opérations, ça veut dire délivrer ses clients, et potentiellement faire ce qu'il y a à faire. Donc ça peut être de la communication, ça peut être du marketing quand on n'a pas délégué. Quand c'est délégué, ça peut être la gestion avec les équipes aussi potentiellement à ce moment-là. Mais c'est tout ce que moi j'appelle le delivery, mais les opérations pures et dures de exécuter, quoi. Une fois que le plan est clair, il n'y a plus qu'à exécuter.
Trop bien. Ouais, donc du 10, 20 et 70%. 20, ouais, c'est ça. Et c'est quoi la première étape quand tu accompagnes un client justement qui vient à toi en te disant je suis complètement débordée, il faut que tu m'aides à structurer mon activité. C'est quoi la première étape, le premier step que tu mets en place avec tes clients pour les aider à structurer? Alors déjà, je pose beaucoup de questions au départ parce que souvent, en fait, on vient sous l'angle j'ai pas de temps ou j'ai un problème avec mon agenda et c'est pas toujours ça le vrai problème. Donc en général, on passe déjà beaucoup de temps à creuser pour essayer de bien comprendre quelle est la cause racine et pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment de ne pas avoir de temps ou d'avoir un problème de structuration. Je prends souvent cet exemple, mais le temps, c'est quelque chose quand même d'assez, d'à la fois quelque chose de très factuel et de très subjectif. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, une heure, ça dure 60 minutes pour tout le monde. Et en même temps, quand tu te fais masser pendant une heure ou quand tu fais ton assemblée générale de copropriété pendant une heure, t'as pas tout à fait le même ressenti. Donc en général, je prends cet exemple-là parce qu'au bout d'une heure de massage, tu te dis ah mais mince, ça a duré un quart d'heure, c'est déjà fini quoi, comment c'est pas possible. Alors que l'AG, au bout d'un quart d'heure, tu te dis mon Dieu, ça va être long, je vais jamais tenir tout ce temps-là. Et donc souvent, je commence par beaucoup questionner et ensuite on essaie de mettre du factuel sur les problématiques. Et donc quand on parle notamment de structuration, très souvent c'est j'ai pas le temps de faire ou j'arrive pas à organiser les choses, à prioriser, à savoir dans quel ordre faire quoi. Donc une des premières étapes pour moi, c'est de remettre du factuel, notamment en traquant son temps sur des très très courtes périodes. C'est-à-dire que j'ai déjà croisé des gens en prospection qui me disaient mais ça fait 1 an que je traque mon temps, cool, et donc rien parce qu'il n'y avait pas d'analyse derrière en fait. Donc en soi, le tracking sans l'analyse, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller traquer sur 1, 2 ou 3 semaines et surtout derrière d'analyser et de voir en fait la différence entre la perception du temps qu'on passe sur les choses et la réalité. Et à partir de là, on peut commencer à travailler, à se dire, ok, j'avais l'impression que je passais 10% de mon temps à faire de la prospection. En fait, c'est 2% de mon temps. Si une de mes priorités, c'est de trouver des clients et que je ne passe que 2% de mon temps à faire de la prospection, il y a un problème. Donc derrière, l'idée, c'est de savoir comment rééquilibrer. Et à ce moment-là, on rentre dans la structuration, en effet, de comment est-ce qu'on optimise les choses. Mais pour moi, une des premières étapes, c'est vraiment cette logique de traquer le temps pour, encore une fois, remettre du factuel, enlever tout ce qui peut être affect, émotion au maximum, en tout cas sur cet exercice-là, pour pouvoir prendre des décisions avec la tête froide en fait. Et là encore, c'est une question aussi de posture. Ouais, hyper intéressant. C'est de traquer, mais d'analyser derrière. Et du coup, toi, ce serait ça ton premier conseil pour un solopreneur qui est débordé, ce serait de lui dire, commence par traquer ton temps pour te rendre compte, est-ce que ce que toi, tu as l'impression de mettre en place et de vivre, c'est vraiment ce qui se passe en factuel? Ouais, ouais, clairement. Et souvent, on a l'impression que ça va prendre du temps. Il y a quand même de plus en plus d'applications aujourd'hui qui permettent de le faire de manière de plus en plus fluide. Et c'est pour ça que je ne conseille pas de le faire sur des très longues périodes non plus. Mais vraiment, il y a des prises de conscience. Moi, systématiquement avec mes clients, il y a des prises de conscience de je pensais pas passer autant de temps à faire ça en fait. Et du coup, c'est aussi la prise de conscience qui fait que derrière le passage à l'action va être simplifié et qu'on va avoir envie de le faire et de le faire plus facilement. Je connais personne qui spontanément se dit j'ai envie de mettre en place des process, de faire de la structuration pour le plaisir. Voilà, même moi qui adore ça, dans mon business, je le fais pas juste pour le kiff. Je le fais parce que j'ai une motivation derrière à le faire et que je comprends ce que ça va m'apporter. Et donc, ce calcul, en fait, et ce tracking du temps permet de rendre factuel et donc de trouver quelque part la motivation à aller faire bouger les choses. Sinon, on reste en fait à se dire, c'est compliqué, j'arrive pas à tout gérer. Mais finalement, le coût de changer tout ça est encore trop élevé. Donc, je vais rester quand même dans mon truc un peu compliqué, dans mon chaos. Et puis, on verra tant bien que mal comment je m'en sortirai, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça fait des vraies prises de conscience aux personnes que tu accompagnes de se rendre compte en fait factuellement du temps qu'ils vont passer sur chaque action. Et d'ailleurs, tu nous disais que toi, c'est ce que tu as pu mettre en place dans ton activité. Justement, qu'est-ce que toi, tu mets en place concrètement pour structurer ton activité, toi qui es une experte du sujet et en plus une passionnée de ça? Alors déjà, je suis une experte et passionnée de ça, mais je me suis aussi faite accompagner là-dessus, même si je sais que potentiellement c'est quand même mon point fort, parce que c'est compliqué quand c'est pour soi d'avancer ou d'aller aussi loin qu'on voudrait seul.
Donc en fait très vite j'ai vu les limites moi quand je suis passée après 15 ans de salariat et que je suis arrivée entrepreneur. J'avais eu des cours sur le fait d'avoir une boîte, etc., d'être entrepreneur en école de commerce 15 ans plus tôt, donc déjà en 15 ans ça avait beaucoup changé. J'ai découvert ou redécouvert le marketing en me disant mon Dieu, et en fait tout ce que je levais, j'avais l'impression d'ouvrir un tiroir et de découvrir tout ce que je ne connaissais pas. Et en me disant mon Dieu, mais ça s'empile en fait, je ne connais pas et je ne connais pas et je ne connais pas et je ne connais pas. Et donc au tout démarrage, j'ai eu cette prise de conscience pour le coup qui a été assez violente, mais de me dire ok, peut-être que en effet j'ai des choses, j'ai une expertise à vendre, mais par contre il y a tout un tas de choses autour qui sont du domaine du job du ou de la CEO que je ne connais pas et qu'il va falloir que j'apprenne ou sur lesquels il va falloir que je me fasse accompagner parce que j'en ai besoin pour faire tourner un business et aujourd'hui je ne sais pas faire. Ça paraît anodin, mais en fait, ça a été une prise de conscience vraiment très forte pour moi et qui m'a vraiment permis de mettre en place une stratégie dès le démarrage, d'aller chercher notamment des experts sur des thématiques, c'est-à-dire que sur LinkedIn, par exemple, sur l'écriture de newsletters, etc., où je me suis dit, j'ai pas envie, moi, de me former là-dessus forcément, parce que c'est pas quelque chose que je vais revendre à mes clients derrière. Pour autant, j'en ai besoin pour mon business. Donc, comment est-ce que je fais pour aller chercher les ressources ? Donc comment je fais, je sais très bien identifier ce que je ne sais pas faire et donc aller chercher les personnes qui savent faire à ma place. Je sais identifier aussi, grâce à l'introspection, j'ai fait pas mal de coaching quand j'étais salariée, mais aussi depuis que je suis à mon compte, des choses qui m'ennuient. Je sais quelles sont les tâches trop techniques. Voilà, typiquement là, on est sur un enregistrement de podcast. Le montage, moi, d'un podcast, c'est no way en fait. C'est pas possible que je le fasse. C'est pas mon truc, je déteste ça, j'ai pas envie de me former, j'aime pas ça. Donc le fait de me connaître et de savoir quelles sont les tâches que je n'ai absolument pas du tout envie de faire, ça me permet aussi de prendre des décisions sur est-ce que c'est nécessaire ou pas. Sinon, ok, on la fait pas. Si oui, c'est nécessaire au fonctionnement du business et que je n'ai pas envie de le faire, c'est quoi les options possibles en fait. Et ensuite, ma stratégie a aussi pas mal évolué en cours de route, au-delà des accompagnements et des délégations que j'ai pu faire. Parce que j'ai eu besoin d'un SaaS après avoir travaillé avec des très grands groupes. J'ai eu besoin d'un SaaS d'1 an, 1 an et demi sans grands groupes. J'avais besoin de faire un deuil, de couper, d'être avec plutôt des solopreneurs. Donc j'ai mis en place des offres de formation digitale, d'accompagnement en one-to-one à distance. Et là, depuis quelques mois, je suis revenue avec des projets auprès des grands groupes, ce qui me prend beaucoup de temps. Et donc, ça a fait modifier ma stratégie en cours de route de redéléguer de nouveau. Donc, quand je disais tout à l'heure à peu près 10% sur la partie stratégie, 20% sur la partie managériale et 70% sur la partie delivery, opération, exécution. Aujourd'hui, je suis à peu près à 90-95% moi de l'exécution. Parce que j'ai délégué un maximum tout le reste en fait. Donc quasiment tout ce que je fais dans mes journées est tourné client. Et en fait, ce qui m'aide là-dedans, c'est dans mes compétences, c'est de me dire que ça évolue et ça continuera d'évoluer et c'est OK. Donc, je ne cherche pas à avoir une structure qui soit figée et qui soit la même pour les 10 prochaines années. D'abord parce que je sais que ça m'ennuierait en fait. J'ai besoin, moi, de mouvement, j'ai besoin de pouvoir faire évoluer les choses et c'est aussi pour ça que je suis à mon compte. Mais le fait de savoir que en fait, je vais la réadapter et la faire vivre, évoluer en fonction de mes besoins, ça me rassure aussi dans ma capacité à aujourd'hui c'est comme ça, mais ce sera peut-être plus le cas dans 6 mois et c'est OK. Et j'ai déjà changé plein de fois, je pourrais rechanger encore. Du coup, Géraldine, tu nous parlais de délégation. Alors, c'est un sujet qui est hyper complexe, je pense, d'autant plus pour les solopreneurs. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rencontré, entre guillemets, des difficultés à réussir à déléguer. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un solopreneur qui a du mal à déléguer, qui est débordé, pour que justement il réussisse à passer ce cap de réussir à déléguer et peut-être nous donner quelques conseils sur comment bien faire en fait cette étape de délégation. Les conseils pour la délégation, en fait, déjà je pense que moi j'ai été manager avant et donc je pense que j'avais cette habitude-là de pas tout faire moi et donc de déléguer et je pense que ça m'a simplifié le boulot, même si bien sûr c'était pas les mêmes enjeux sur mon business, mais je pense que clairement déjà ça m'a simplifié le boulot d'avoir été manager et d'avoir déjà délégué avant. Ensuite je vois typiquement sur la partie podcast, en fait j'ai hormis le montage, donc c'est ce que je disais tout à l'heure où je ne l'ai jamais fait,
Toute la partie contacter des invités, communiquer avec eux, enregistrer bien sûr, mais faire toute la communication après, etc. Je l'ai fait pendant plusieurs mois, moi. Et en effet, comme c'est une de mes compétences de mettre en place des process, j'avais mis en place des process pour optimiser au maximum en fait cette partie podcast. Ce qui fait que, en fait, en février, quand je disais j'ai un peu changé là et de typologie de clients, en tout cas j'ai de nouveau des gros clients, en février, j'ai eu l'annonce d'un super gros dossier qui allait arriver et je savais qu'à partir du mois d'avril, j'allais avoir beaucoup moins de temps. Et donc, j'avais une semaine de vacances où je suis passée par hey, c'est génial, j'ai un super gros contrat, je suis trop contente, etc. à oh mon Dieu, mais comment est-ce que je vais faire pour tout gérer? Et en fait, donc très vite, j'ai fait un point stratégique avec moi-même de quels sont les piliers que je veux absolument garder dans mon business, malgré le fait que je passerai beaucoup de temps en effet côté client. Est-ce qu'il y a des choses que je veux garder? Est-ce qu'il y a des choses que j'enlève, etc. Et dans les choses que je voulais garder, le podcast est venu comme quelque chose d'important pour moi, que je voulais garder pour mon business et pour les mois, voire années à venir. Et le fait d'avoir déjà, moi, les process en place, et de travailler en l'occurrence avec Gaëtan qui faisait déjà le montage. Quand je suis revenue de vacances, je lui ai dit écoute, à partir d'avril, je vais monter en charge au niveau client. J'aurai pas la bande passante pour gérer tout ce que je gérais sur le podcast. Est-ce que tu es OK pour reprendre tout le reste, tout en fait, sauf l'enregistrement? Mes process sont en place, donc je te transfère tout. Tu peux les faire évoluer si tu veux, etc. Mais je sais exactement quel outil utiliser, pourquoi, dans quel ordre, combien de temps ça prend, voilà, pour quel résultat. Et résultat, en fait, en une semaine, elle a tout récupéré. Elle a tout récupéré parce que les process étaient déjà clairs, parce que du coup, mon besoin par rapport à elle était clair aussi. Je savais exactement, en gros, ce que j'allais lui demander, où est-ce que ça commençait, où est-ce que ça s'arrêtait, pourquoi j'en avais besoin, ce que ça allait me faire gagner comme temps, et est-ce que ça me libérait comme espace, comme charge mentale aussi pour mes clients à côté, puisque c'était ça mon besoin. Donc en termes de conseils pour la délégation, moi j'aurais tendance à dire ça, soit c'est quelque chose que vous faites déjà, et du coup ça va quand même aider à rentrer dans le détail de quelles sont les différentes actions à réaliser, avec quel outil vous connaissez déjà, donc je trouve que c'est rassurant quand on transfère à quelqu'un d'avoir déjà fait soi-même, et ensuite de savoir combien de temps ça prend, ça permet aussi de calibrer potentiellement combien de temps ça va coûter. Donc moi, j'ai trouvé ça rassurant, en fait, d'avoir ces deux éléments-là, à la fois de savoir exactement ce qu'il y avait à l'intérieur et combien de temps ça prendrait. Et pour les délégations que j'ai faites sur des choses que je n'avais jamais faites moi, je suis partie du principe que j'allais chercher des experts, qu'ils avaient une expertise que donc je n'avais pas, et que mon rôle à moi, c'était de cadrer au démarrage quel était mon besoin, donc d'être la plus précise possible, en fait, dans mon besoin, dans qu'est-ce que j'allais regarder, qu'est-ce qui était important pour moi, pour que eux puissent travailler après le plus facilement possible. Ok, trop bien. Donc effectivement, être au clair sur ce qu'on veut déléguer et puis savoir un petit peu le type de délégation qu'on veut mettre en place avec les prestataires qui vont nous entourer. Oui. Et après, est-ce que tu aurais un conseil en termes de mindset? Parce que toi, tu nous disais justement que toi, tu as été manager avant et donc que tu avais déjà délégué. Et donc effectivement, cette partie-là, elle n'était pas trop compliquée pour toi en termes de passage à l'action, on va dire. Ouais. Mais peut-être que tu observes chez les solopreneurs et les freelances que tu accompagnes des blocages, tu vois, en termes de mindset qui leur empêchent de passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, toi, en termes de positionnement, de posture, de mindset, en fait? Alors, je trouve que c'est plus facile de déléguer quand on est solopreneur à des freelances, parce que c'est pas comme si on embauchait quelqu'un, tu vois, en CDI. Je trouve que c'est moins lourd. Et donc, parce que souvent la crainte, c'est oui, mais si ça se passe pas bien, etc. Et je trouve qu'au contraire, de bosser avec des freelances, c'est hyper souple parce qu'ils comprennent en fait nos problématiques de, des fois, oui, ça rentre, on a des clients, et puis des fois, il faut suspendre quelques mois parce que c'est un peu plus tendu, donc la trésor, etc. Et donc, je trouve que déjà, de se dire que on peut pas savoir à l'avance comment ça va se passer, ça reste de l'humain. Moi, je fonctionne que à la recommandation, c'est-à-dire que j'ai jamais mis d'offre disant je cherche un copywriter. Par contre, j'ai un réseau d'entrepreneurs autour de moi à qui je dis là j'ai besoin d'un copy pour faire ça, ça et ça, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un? Et du coup à chaque fois on me file des noms en fait. Donc déjà moi je trouve que le fait de n'arriver que par recommandation, ça veut dire que les gens ont déjà travaillé avec la personne avec qui peut-être vous allez travailler. Donc vous ont déjà fait un premier retour sur comment ça s'est passé, etc. Et donc je trouve que ça limite un peu le risque de se planter. Ensuite, je trouve que quand on est ultra clair
Mais pour moi, ça va avec la posture, en fait, de dire pourquoi vous en avez besoin pour votre entreprise, de se poser les questions, pourquoi est-ce que vous iriez chercher de la délégation, quel est le besoin exactement, quelles sont les tâches dont vous avez besoin. Et plus vous allez être clair, plus la personne en face va comprendre vos attentes, et donc plus il y aura de la communication et de la fluidité, de la transparence, plus ça va aider pour que ça se passe bien. Donc pour moi, il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant. Et après, ouais, il y a une question de mindset et de lâcher prise, je pense surtout, de se dire, si vous en êtes à vous poser la question de la délégation, c'est qu'a priori, vous ne pouvez pas tout faire. Vous n'êtes pas une pieuvre, bienvenue. Et donc, c'est vraiment de se dire ça, quel est le coût en fait de continuer à essayer de tout faire vous. C'est un risque de se cramer, d'aller trop loin, de ne pas développer la manière dont vous allez le faire, versus prendre le risque en effet de déléguer et de se dire peut-être qu'il y a une période d'ajustement et c'est normal. Mais derrière, le temps que vous allez gagner, et encore une fois, la charge mentale, la sérénité que vous allez gagner derrière est juste monstrueuse. Moi, je reviendrai pour rien au monde en arrière, sauf cas particulier de trésor, etc. Tout ce que j'ai délégué, à chaque fois, je me suis dit, mais heureusement que c'est pas moi qui l'ai fait. Et quand on me demande comment est-ce que j'ai fait des accélérations dans mon business, c'est grâce à la délégation. Donc voilà, quand on sait pourquoi on le fait, ça aide aussi à passer les petits moments de doute ou de questionnement, je pense. Ouais, trop bien. En fait, revenir à effectivement qu'est-ce que ça va m'apporter et qu'est-ce que ça va me coûter si justement je le fais pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'on sait ce que ça coûte financièrement si on le fait. On va se dire, ok, tous les mois, il va falloir que je verse, etc. Mais ce que ça va coûter et financièrement et en termes d'impacter émotionnellement et en termes de fatigue, etc., c'est aussi un coût à prendre en compte. C'est hyper subjectif, mais c'est un coût qui peut vraiment ralentir, voire planter une boîte. Donc je pense que dans la réflexion, c'est intéressant d'avoir aussi une réflexion autour de ces sujets-là, en fait. Très intéressant, très clair. Maintenant, si on passe à la partie plutôt organisation. Ouais. Alors, je crois avoir compris que toi, tu n'étais pas trop de la team à utiliser trop, on va dire, entre guillemets, les conseils d'organisation qu'on donne dans les livres, etc. Et de plus de revenir à soi, en fait, à son propre fonctionnement. Ouais. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils, des tips en termes d'organisation, justement, pour aider les solopreneurs et les freelances à mieux s'organiser dans leur quotidien ? Alors, en effet, moi, je ne suis pas trop de la team poussée à utiliser absolument Pomodoro ou Pareto, voilà, parce que j'estime qu'on est tous différents, et heureusement. Et donc, on a tous des modes de fonctionnement qui sont différents. Donc on ne va pas forcément réagir de la même manière. En termes de conseils, c'est assez basique, mais c'est pour moi lié à l'introspection et au fait de s'observer. Il y a forcément des moments dans votre journée, je suis sûre que ça t'arrive aussi, où tu sens que c'est hyper fluide, et d'autres moments où tu sens que c'est méga lent, que c'est super compliqué. Et ça peut ne pas être la même chose d'un jour à l'autre. Mais en fait, quand on observe ça, on comprend qu'il y a des moments donc, de la journée qui peuvent être plus fluides que d'autres. Il y a des moments où on se lève fatigué et où donc tout ce qu'on va faire dans la journée va prendre 2 fois plus de temps que ce qu'on avait prévu. Et à l'inverse, il y a des jours où on se lève et on est pleine bourre, et là, on peut faire des trucs de fou. Je donne un exemple. Quand j'ai commencé, j'écrivais... moi, mon canal d'acquisition principal, c'était LinkedIn. Donc, j'écrivais des posts pour LinkedIn. Et organisée que je suis, j'avais mis ça dans mon agenda en me disant le mardi matin, de 9h à midi, j'écris tous mes posts de la semaine. Bon, j'arrivais le mardi matin, zéro créativité, donc c'était mort, j'avançais pas. Je devais en faire genre 8, j'en pondais 1,5, j'étais juste ultra frustrée parce que ça avançait pas. Donc résultat des courses, mes posts sont pas sortis, donc d'un point de vue exécution, je suis pas attendue. Je suis hyper frustrée, énervée parce que j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire dans les temps et que j'ai plus de temps pour faire ça, donc voilà, donc ça marchait absolument pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus créative les jours où je suis fatiguée. C'est comme ça. Il y a des jours où, quand les enfants ne dorment pas bien, n'ont pas bien dormi la nuit et que moi, je n'ai donc pas bien dormi non plus, je pense que ça fait péter des verrous, en fait, chez moi, en termes de créativité, de trucs où d'habitude, je me mets des filtres partout. Et ben, les jours où je suis fatiguée, j'ai moins de filtres. Et donc, en termes de créativité, ça marche vachement mieux. Et donc, il y a un mardi matin où je suis arrivée, j'étais fatiguée, c'était l'heure d'écrire mes posts, et je me suis dit, comme d'hab, je vais passer 3 heures à procrastiner à mort pour en sortir 1,5. Et ben, pas du tout. J'en ai sorti 2 fois plus que ce que j'avais prévu. Là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Il s'est passé que quand je suis fatiguée, je suis plus créative. Donc plutôt que de me bloquer ça dans la semaine, maintenant je sais que dès que je vais avoir une nuit qui est un peu plus courte ou un peu plus compliquée, ou des semaines ou des mois un peu plus tendus en termes de fatigue, je vais avoir tendance à pousser tout ce qui est créativité à cet endroit-là, parce que je sais que c'est à ce moment-là où je vais avoir du jus pour faire ça.
Et donc c'est là où je dis que pour moi, c'est un intérêt de s'écouter et de s'observer. Et donc c'est vrai avec les horaires de la journée, mais c'est vrai aussi, est-ce qu'il y a un environnement de travail dans lequel vous travaillez qui rend les choses plus fluides ou qui au contraire les ralentit. Il y a des gens qui adorent aller dans des cafés, il y a du bruit autour et ça leur permet de se mettre dans leur bulle et d'être ultra efficace là-dessus. Donc l'environnement est super important. Il y a des gens qui fonctionnent avec ou sans musique. Peut-être qu'il y a des musiques qui peuvent vous booster ou au contraire vous ralentir. Essayez d'observer ça aussi. J'ai même des clients qui vont jusqu'à avoir des sortes de boissons en fait qui font que quand le corps en fait finit par se rappeler que à chaque fois qu'ils vont prendre cette boisson là, ça va les mettre dans un état de flow et donc d'être beaucoup plus productif, même si j'aime pas le mot, d'être beaucoup plus efficace dans ce qu'ils ont à faire. Et en fait, quelque part, c'est ça pour moi, c'est la lecture de soi, se comprendre soi pour se mettre dans les meilleures dispositions et mettre son cerveau dans les meilleures dispositions pour lui demander et pour faire ce qu'on lui demande de faire au moment où on lui demande de le faire. Donc ça n'a en effet rien à voir avec Pomodoro, etc. Il se trouve que ça peut marcher si vous faites Pomodoro et que c'est quelque chose qui marche pour vous. Et tant mieux, on est content pour vous, c'est très bien, faites-le dans ce cas-là. Mais pour moi, le critère principal, c'est surtout de s'écouter soi, de voir comment fonctionne soi et d'adapter en fonction. Ouais, trop bien de partir de soi. Et alors attends, moi, tu m'impressionnes avec ton super pouvoir. Enfin, moi, j'ai pas du tout ce super pouvoir quand je suis fatiguée. J'ai plus de créativité, donc quelle chance tu as. Écoute, j'ai découvert ça en me disant, ok, je comprends pas trop pourquoi. Et puis en fait, en découpant un peu, je finis par comprendre pourquoi. Mais ouais, et en fait, j'arrivais beaucoup ces jours-là, les jours où j'étais fatiguée, en me disant, ça y est, je suis fatiguée, donc je vais rien faire, donc ça va être la catastrophe. Et en fait, je m'auto-persuadais que j'allais rien faire de cette journée-là, ce qui est quand même hyper dommage, quoi. Et en fait, là aussi, le fait d'avoir changé, d'avoir switché, de me dire, mais non, en fait, je peux faire d'autres choses, peut-être que je vais pas faire ce que j'avais prévu de faire. Et c'est ok. Et quand on a des enfants, ça arrive plein de fois. Et la vie, de toute façon, même quand on n'a pas d'enfants, fait qu'on a prévu des trucs, et ben on les fait pas pour plein de raisons. Plutôt que de me dire, ah bah ça va être compliqué, d'être ultra négative, en fait, de me dire, ok, qu'est-ce que je suis en capacité de faire là avec les moyens que j'ai. Et mes moyens intellectuels, cognitifs de la journée sont peut-être plus limités pour X ou Y raison. Quoique, tu vois, sur la créativité, en l'occurrence, ils sont pas plus limités. Chez moi, ils sont décuplés quand je suis fatiguée. Donc voilà. Mais je trouve ça intéressant aussi de se dire, bah, ok, on est aussi à son compte pour avoir cette flexibilité-là, en fait, de pouvoir bouger les choses dans la semaine, etc., notamment dans ce qui est organisation. Bah, faites-le, du coup. Mais ça veut dire, en effet, se connaître suffisamment pour se dire, là, qu'est-ce que je vais réussir à faire plus vite ou de manière plus fluide que d'habitude, parce que je suis dans un état qui me permet de... Trop bien, hyper intéressant. Et du coup, comment est-ce que toi, t'organises tes semaines ? Est-ce que justement, tu vas avoir des blocs de temps dédiés ou est-ce que c'est des choses que tu vas bouger au fur et à mesure ? Est-ce que t'es la team, tu programmes toute ta semaine le dimanche soir ? Comment tu t'organises, toi, dans ta semaine ? Alors moi je suis la team, j'ai l'urticaire si je vois des blocs de toutes les couleurs dans mon agenda, donc je peux pas faire ça, c'est pas possible pour moi. Par contre je m'organise en effet tous les vendredis, je fais un point pour la semaine d'après, qui est un peu mon CEO time, donc je fais pas de la stratégie de fond en général le vendredi, sauf si vraiment j'ai eu des idées ou des rencontres ou des choses qui se sont passées dans la semaine qui font que j'ai besoin de poser les choses absolument, là je le fais mais sinon non. Sinon, mon vendredi, ça me sert plus à clôturer la semaine qui vient de se passer et à préparer celle d'après. Donc pour moi, il n'y a pas de bloc-temps. J'ai une to-do list papier qui fait beaucoup rire mes clients parce qu'ils me disent « Ah là là, mais tu fais de l'organisation, tu as une to-do papier ». En fait, j'ai une to-do papier qui est une to-do semaine et en fonction, par rapport à ce que je viens de te dire, en fonction de comment je suis, je ne vais pas forcément faire les choses le même jour. Donc le vendredi, je planifie ce que j'ai à faire la semaine d'après. Je m'assure que j'ai pas de superposition sur la partie client parce que ma partie client prend beaucoup de temps, comme je le disais tout à l'heure. Je check ma to-do semaine. Et ensuite, dans ma to-do, il y a des choses et il y a des lundis où j'arrive et je suis hyper fraîche et j'ai plié ma to-do de la semaine juste le lundi parce que j'étais lancée, j'étais hyper bien et du coup, voilà. Et il y a des lundis où je me dis non, là, ça va pas passer aujourd'hui, donc c'est mort, donc c'est pas grave. Mais comme je sais que j'ai toute la semaine pour le faire et que c'est pas fixé quelque part, moi, ça me rassure dans mon mode de fonctionnement de me dire, ok, je sais que j'ai tout ça à faire et donc je vais l'adapter en fonction de la semaine et en fonction de comment je me sens. Ma to-do papier, elle est quand même relativement courte. C'est-à-dire que j'ai un cahier en fait qui est fait pour, avec une liste qui était comme ça en gros dans le cahier. Et en fait, j'ai fait un jeu. Au mois d'octobre dernier, j'étais bénévole pour la Coupe du Monde du rugby et donc je faisais plein de jours dans la semaine en tant que bénévole. Donc j'avais beaucoup moins de temps pour mon business. Et donc je me suis dit c'est l'occasion de tester, d'expérimenter des trucs sur moi
et de voir comment ça tourne. Et donc je me suis dit, si ma to-do dans mon cahier, elle fait ça, mais que j'essaye d'enlever des lignes et qu'elle fait plus que ça, est-ce que du coup j'ai moins de tâches à faire ou est-ce que j'écris dans tous les sens d'autres tâches pour... Enfin voilà, comment est-ce que je m'organise? Et en fait, en réduisant juste le nombre de lignes possibles de remplir dans mon cahier, finalement j'ai de moins en moins de tâches. Et là, sur une to-do, je regarde mon cahier à côté, la to-do de la semaine, j'ai 6 tâches dessus. Donc en fait, en soi, je sais que je délivre mes clients, ça c'est calé, j'ai des rendez-vous avec eux, etc. Mais tout ce que je vais avoir à faire autour, en général, c'est entre 5 et 10, guère plus. Donc on ne parle pas d'une to-do à rallonge. Tout ce qui est très court, je le fais au moment où j'y pense et comme ça, c'est évacué. Ou j'ai des périodes dans la journée pour pouvoir le faire. Tu vois, checker les mails, je vais le faire par exemple de midi à midi et demi. Je vais le faire une fois dans la journée et après, il ne se passe plus rien jusqu'au jour d'après. Donc, j'ai pas de bloc-temps avec des couleurs dans tous les sens, hormis pour les tâches qui sont récurrentes et qui pourraient me prendre de la bande passante, type mail, réseaux sociaux, commentaires sur les réseaux sociaux, DM, etc. Et ensuite, en effet, je planifie toujours ma semaine d'après, le vendredi. Trop bien. Ouais, effectivement, d'avoir des blocs de temps dédiés, c'est intéressant et de pouvoir être souple sur la suite, sur le reste de tes missions, c'est hyper intéressant aussi. Et surtout, ce que j'aime beaucoup que tu nous dis, c'est que tu n'as pas une to-do list à rallonge. Et je pense que c'est le problème de la majorité des solopreneurs, des freelances, etc. C'est qu'ils se font des to-do list à rallonge et après, ils culpabilisent de ne pas avoir coché toutes les cases de leur to-do list qui, en fait, étaient totalement infaisables en une semaine, même s'ils n'avaient eu aucune urgence, etc. Donc, du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu conseilles aussi à tes clients, c'est de ne pas avoir trop de choses dans ta to-do list et peut-être de prévoir des blocs de temps où il n'y a rien en fait pour pouvoir gérer les urgences ou les choses de dernière minute qui n'étaient pas prévues? Ouais, alors prévoir l'imprévu, ça c'est clair que c'est ultra nécessaire. Il y en aura, quoi qu'il arrive. C'est impossible de prévoir tout ce qui va se passer dans la semaine pour plein de raisons et encore plus quand on a des enfants. Donc, en effet, je pense que c'est important d'avoir toujours un temps dans la semaine. Et après, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin aussi, mais qui permettent d'absorber s'il y a un truc qui doit se décaler. Ne serait-ce que, voilà, on se lève le lundi matin, on est malade, ou l'enfant est malade, ou l'enfant n'a pas d'instit, il faut le garder, etc. On avait prévu de faire un truc de stratégie pendant 4 heures, on le fera pas. Ne serait-ce que pour ça, pouvoir le déplacer, ou pour pouvoir, en effet, se retrouver avec sa to-do et se dire comment est-ce que je fais pour en enlever le maximum. Vraiment, ce truc de to-do, c'est ce que je disais, moi je fonctionne avec un cahier qui est fait pour ça. Et au départ, j'avais tendance à me dire, y a du vide, je vais continuer de remplir et de mettre des lignes. Mais en fait, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et c'est pour ça que j'ai fait le jeu de limiter les lignes de plus en plus. Et chaque semaine, j'enlevais une ligne remplir. Donc je la grisais vraiment en me disant, là, je ne pourrais pas la remplir. Et c'est tout bête, mais vraiment, je me suis dit, mais en fait, s'il n'y a pas de place, j'arrive à le faire et j'en fais moins en fait. Et mon business ne se porte pas plus mal, au contraire. Moi, je me porte pas plus mal, au contraire. Donc ce truc de tout doux et de... Moi, j'adore stabiloter et barrer, donc je comprends absolument cette idée de vouloir faire ça. Mais en effet, tout n'est pas nécessaire, voilà. Moi aussi, je suis la team papier, alors que je suis consultante en marketing digital. Voilà. Donc, voilà. C'est pas grave. Et encore une fois, c'est un mode de fonctionnement. Donc, le tout, c'est de savoir comment on fonctionne et qu'est-ce qu'il y a de plus évident pour nous. Par contre, en effet... Moi, dans le cahier, il y a plein de choses où je me dis, est-ce que vraiment c'est nécessaire cette semaine ou est-ce que ça va venir sur des semaines d'après? Et donc là, dans mon cahier, en gros, toutes les semaines sont écrites jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a des trucs que j'ai dispatchés un peu partout. Il y a des choses qui sont pas urgentes et qui viendront plus tard, etc. Mais à chaque fois, avant d'écrire un truc, je me dis déjà, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vraiment ça va faire avancer mon business? Est-ce que ça répond à mes objectifs du moment? Est-ce que ça fait avancer un truc, en fait, dans les objectifs que j'ai? Si les deux réponses sont non, ça sert à rien de l'écrire, quoi. Tellement ça. Et il y a un autre point où je voulais rebondir, c'est tout à l'heure tu nous parlais du CEO time. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles aux solopreneurs de faire pendant ce CEO time justement? Alors, en fait, je le vois souvent avec des clients, ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est les petites tâches qui sont faites toute la semaine, mais qui prennent en fait du temps et de l'énergie à faire à chaque fois. C'est-à-dire que quand je fais des formations, notamment dans des pépinières, j'explique toujours ça, mais le cerveau, il met 20 minutes à se reconnecter d'une tâche à une autre. Donc si je passe 5 minutes à faire un truc et 5 minutes à faire un autre et 5 minutes à mon cerveau, il est resté 3 tâches avant et en fait, il n'arrive pas à suivre ce qu'il est en train de se passer. Donc pour moi, le CEO time, il y a une logique de préparer la semaine d'après. Et quand je dis clôturer la semaine, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, les devis, les factures, les relances,
Est-ce qu'il y a encore des messages, des mails, des DM qui n'ont pas été répondus pendant la semaine auxquels il faudrait répondre. C'est de tout centraliser à un seul moment de la semaine. Alors moi c'est le vendredi, mais il y a des gens pour qui ça va mieux le lundi ou le mercredi, peu importe. Mais c'est cette idée en fait de centraliser pour éviter que ce soit éclaté tout au long de la semaine. Ce qui veut dire que dans la semaine, quand le mardi je suis en train d'acheter mon pain et que je me dis « Ah mince, j'ai pas relancé le client machin », je suis rassurée si je sais que j'ai un temps le vendredi qui est dédié à ça en fait. Parce que je sais que vendredi je vais checker toutes mes factures et que je vais voir toutes les relances, etc., tout ce que j'ai à faire. Et donc c'est un peu cette logique de se dire tout ce qui paraît ne pas avoir de valeur mais qui est nécessaire au business. Et c'est pour ça que je prends ces tâches-là, parce qu'en général c'est vraiment des petites tâches, mais qui, si elles sont ponctuées tout au long de la semaine, tout au long de la journée, polluent en fait et sortent de ce qu'on est en train de faire. L'idée c'est de les identifier, de voir quelles sont ces tâches, de les regrouper quand ça vous arrange. Et souvent ce que je fais faire à mes clients, donc en général on part du tracking de temps et c'est là qu'on voit ces tâches-là en fait. C'est là qu'elles ressortent en fait, on voit qu'elles sont dispatchées un peu partout. Et dans le tracking il y a des 3 minutes par-ci, 2 minutes par-là, bon bah voilà, ça c'est typiquement les tâches à regrouper potentiellement. Et je leur dis, essaye de regrouper ça sur un créneau d'1 ou 2 heures, tu le fais quand tu veux dans la semaine. En général ils mettent 2 heures. Et au bout de 2 ou 3 semaines où ils ont l'habitude de le faire, on leur fait une checklist en fait avec tous les sujets qu'ils ont à voir à ce moment-là. Et en général, ça tombe en dessous des 20 minutes après par semaine. Parce qu'en fait, c'est tellement habituel de je sais que je vais faire dans cet ordre-là, cet ordre-là, cet ordre-là. Et donc, j'ai des clients qui passaient 6 heures avant à traiter ces sujets-là tout au long de la semaine où c'était dispatché n'importe comment et qui passent de 6 heures à 20 minutes, quoi. Donc, voilà. Ouais, un sacré gain de temps. Ouais. Trop bien. Et écoute, maintenant, on va passer aux questions un peu plus personnelles, entre guillemets. Est-ce que tu es de la team routine ? Et si oui, est-ce que tu mets en place des routines pour maintenir ton équilibre et ton bien-être, notamment en tant que maman, entrepreneuse, etc. Alors, j'ai beaucoup de mal à avoir des routines et à les tenir. En fait, ça fait souvent sourire les gens, mais je suis aussi organisée parce que j'ai besoin d'un bordel ambiant en fait tout le temps. Donc pour moi, l'organisation c'est le cadre en fait autour et pour pouvoir faire ce que je veux à l'intérieur. Et donc pour moi, la routine c'est compliqué à tenir, c'est-à-dire que je vais le tenir et j'ai essayé notamment sur du sport parce que je suis beaucoup assise à la journée, donc ne serait-ce que même pas du sport, juste de se délasser, de bouger un peu, d'avoir un truc un peu musculaire. Et en fait, j'y arrive pas parce que c'est toujours les mêmes mouvements, ça me fatigue, ça me saoule en fait de refaire toujours la même chose. Donc j'ai beaucoup de mal avec la routine. En revanche, j'ai du temps pour moi que je n'avais pas quand j'étais salariée, que je ne prenais pas. Pour autant, j'aurais pu le prendre quand j'étais salariée. Je pense que c'est juste que c'était pas dans mon référentiel manifestement. Où je fais du sport toutes les semaines, seule. Je fais du sport toutes les semaines avec mon mec, pendant que les enfants sont à l'école. Alors, il est prof, donc ça aide aussi, lui aussi, à de la dispo dans la journée, mais voilà. Et je chante, ce que je n'avais pas avant. Donc, en soi, c'est pas des routines au sens le matin, le soir, etc. Par contre, c'est des points de passage dans ma semaine qui sont non négociables, absolument pas du tout négociables, et que je garde quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que c'est, pour le coup, ça dans mon agenda. Et je sais qu'il peut pas y avoir de rendez-vous, je peux pas déplacer en me disant ah oui mais ce client là machin, non, en fait c'est je commence par ça et après le reste, notamment le business, va venir se mettre autour. Top. Comment tu définirais ta relation avec ton business aujourd'hui ? C'est une bonne question. Ça a été compliqué pendant un moment parce que j'avais l'impression de ne faire qu'un avec lui. Et j'ai eu du mal et j'ai dû travailler pas mal sur moi pour comprendre que c'était deux choses différentes et que les performances de mon business n'étaient pas forcément en lien avec ma valeur à moi personnelle. Un bon travail de psy a beaucoup aidé à dégrossir ça. Donc aujourd'hui, je dirais plus apaisée, au sens où je sais pourquoi je fais les choses et que clairement mon business est au service de ma vie et pas l'inverse. Trop bien. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui justement dans ton business et dans ta vie ? Ce que je préfère, c'est la flexibilité de pouvoir bosser à peu près comme je veux, quand je veux. De pouvoir prendre mes 10 semaines de vacances par an comme je veux. Et ça, c'est un luxe absolu. Et vraiment, pour retravailler, pour avoir là, des clients sur des très très grosses boîtes, ce que j'aime beaucoup et ce que le business me permet, c'est de pouvoir faire ce qu'on fait là aujourd'hui, échanger en fait avec des entrepreneurs. Je me rendais pas compte en fait en 2 ans où j'étais très proche des freelances, des solopreneurs et beaucoup moins des grosses boîtes, mais le fait de revenir côté grosses boîtes,
je me rends compte à quel point on a un cerveau qui est malléable, qui est flexible, adaptable, qu'on est en capacité de s'adapter à une tonne et demie de situations. Quand tu arrives en entreprise et que tu te dis on va faire ça, ils sont là ah non mais ça va pas être possible parce que si t'es là si en fait et j'ai vraiment l'impression de cette évolution en fait de mindset, et je sais que c'est le fait d'avoir été à mon compte qui m'a permis ça, et qui me permet encore aujourd'hui d'intellectuellement pouvoir choisir aussi les dossiers et les personnes avec qui je bosse, et ça aussi c'est un luxe extrême que j'avais pas avant, où je subissais, on me disait t'as tel client, t'as tel client quoi. J'étais pas en position de dire oui, non, je sais pas trop, j'ai envie, etc. Aujourd'hui j'ai des propositions qui arrivent et je peux me dire est-ce que j'ai envie ou pas, et le moindre red flag, je peux me dire non, j'y vais pas quoi. Ça c'est cool. Ouais. Géraldine, c'est quoi tes objectifs pour l'année à venir ? Là, mon objectif, c'est de trouver une sorte de stabilité dans mon organisation et ma structuration, avec ce temps client qui est extrêmement élevé. Aujourd'hui, il me reste une vingtaine d'heures à peu près pour mon business en dehors de delivery client par mois. Donc, c'est très peu. Et donc, ça veut dire qu'il faut que j'optimise ça. Je suis encore en recherche et en exploration de comment est-ce que je gère ça. Donc là jusqu'à la fin de l'année, pour les 6 mois qui restent, pour moi c'est vraiment essayer de trouver cette stabilité, tout en sachant que peut-être quand je l'aurai trouvée ce sera plus ça, il faudra la rebouger, mais retrouver cet équilibre quelque part entre temps client, un peu de stratégie et les décisions que je prends et comment je les prends. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu récemment ou pas du tout qui t'a particulièrement marqué et que tu recommandes souvent autour de toi, que c'est un livre il faut absolument lire, pas forcément un livre connu, ça peut être aussi un livre justement au contraire qu'on sort un peu derrière les fagots. Voilà. Est-ce qu'il y a un livre que tu voudrais nous recommander à tous les auditeurs qui nous écoutent ? Alors, un livre en lien avec le business, je ne sais pas parce que j'en lis très peu. En fait, quand je lis, j'ai besoin de couper, donc voilà. Moi, je suis très féministe dans mes lectures, tout court aussi, mais beaucoup dans mes lectures. Donc, je suis vraiment de la team qui adore les Margaret Atwood, voilà, ce genre de dystopie où les femmes ont une place un peu spéciale dans un monde qui n'est pas vraiment le nôtre, mais où des fois, quand même, il y a des parallèles avec le nôtre. Donc j'aurais tendance à dire ces typologies de livres-là qui, moi, me permettent vraiment de sortir du quotidien et parfois de faire quand même des liens avec l'entrepreneuriat. Et ensuite, c'est un peu une réponse de Normande parce que c'est pas vraiment ta question sur un livre, mais j'en ai parlé la semaine dernière dans ma newsletter et c'est encore très frais. J'ai accompagné ma fille à une sortie cinéma pour voir L'homme qui plantait des arbres, qui est une très belle histoire et qui est disponible en ligne sur YouTube gratuitement, donc la vidéo. Et c'est un homme en fait qui plante des glands dans une région extrêmement aride dans le sud de la France pendant des années et des années et des années, et inlassablement il continue de planter encore et encore et encore. Et au final, il finit par y avoir une forêt là où c'était complètement aride et où il ne pouvait pas y avoir de vie humaine. Il y a une forêt, il y a des gens qui viennent vivre autour, des familles qui s'épanouissent, etc. Et je trouve que pour le coup, le parallèle avec l'entrepreneuriat, oui, c'est beaucoup de petits pas. Et des fois, quand on est en plein milieu de plein de milliers de petits pas, on se dit qu'est-ce que je fous là encore à faire des petits pas, est-ce que vraiment ça va payer? Et ben pour moi c'est exactement ça en fait. Oui, c'est l'intérêt de tous ces petits pas cumulés qui au bout d'un moment font qu'on se rend compte que tout ce qu'on faisait depuis des semaines ou des mois, ça servait à ça. Et quand on commence à le faire, souvent c'est clair de pourquoi on le fait, mais des fois quand on est un peu en traversée du désert, on se dit est-ce que j'ai raison de continuer à le faire? Et je trouve que cette histoire illustre très bien ça. C'est pas du tout une histoire sur l'entrepreneuriat, c'est juste moi qui ai fait le parallèle, mais pour en parler là, depuis quelques semaines autour de moi, ça parle beaucoup, donc j'espère que ça parlera aussi aux auditeuristes. Trop bien. Et pour finir, est-ce qu'il y a une phrase qui t'accompagne ou une citation que tu aimes particulièrement, que tu voudrais nous partager pour clôturer ce bel échange ? Pour l'exécution, le fait de passer à l'action, c'est tiré du bon, la brute et le truand. C'est if you shoot, shoot, don't talk. Si vous ne parlez pas anglais, c'est si tu tires, tire, ne parle pas. Donc c'est quand tu fais un truc, fais-le à fond et ne fais pas autre chose. Voilà. Trop bien, bah écoute, c'est parfait pour clôturer cet épisode. Un grand merci Géraldine. Si nos auditeurs et nos auditrices veulent te rejoindre, venir te faire un petit coucou, suivre tes contenus, etc., où est-ce qu'on peut les renvoyer ? Soit sur Meraki_Tuba sur Instagram, soit sur LinkedIn à Géraldine Fevra. Trop bien. Et bah écoute, un grand merci Géraldine. Je te dis merci à très vite. Merci à toi Éléonore.
Merci à toi. Ciao! Salut.